si on connaît très très bien l'arrêt cardiaque, au début je me suis dit: «Oh ça va être simple, hein, le bilan», et en fait il y a pas tant de littérature puisque tout le monde considère que c'est très facile et que finalement, il y a pas de quoi écrire, même si, il y a un certain groupe de recherche en cardiologie, le centre d'expertise mort subite, dans lequel, dont Alain Carriou dirige une équipe, commence à s'apercevoir que finalement on fait pas, autant de bilans étiologiques que possible. Et vous avez tous de l'expérience en réanimation. Traiter l'étiologie, c'est quand même le facteur pronostic le plus important, pardon. Mes conflits d'intérêts sans lien avec la présentation. Donc d'abord, de quel patient on va parler? Je suis désolée, hein, j'ai repris les bases, j'aime bien avoir des définitions simples. L'arrêt cardiaque, c'est l'inactivité myocardique mécanique qui va entraîner un arrêt circulatoire à l'origine de dysfonction d'organes périphériques, d'une perte de conscience, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle maintenant d'arrêt cardiaque et pas forcément d'arrêt cardio-respiratoire, et d'arrêt respiratoire au final qui peut conduire à un décès si on ne traite pas le malade. Et classiquement, on distingue les arrêts cardiaques extra-hospitaliers, qui ont lieu en dehors d'une prise en charge médicalisée, et les intra-hospitaliers. Pourquoi on les distingue? Parce que l'arrêt cardiaque extra-hospitalier, c'est 30 à 50 000 cas par an en France. Dans 80% des cas, en tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans les papiers, c'est une origine cardiaque. Et le taux de survie, si on prend le trigger je m'effondre dans la rue ou chez moi, c'est de 5 à 7%. L'arrêt cardiaque intra-hospitalier, l'incidence est plus faible. C'est en général un patient sur 1000 patients hospitalisés. La majorité des étiologies sont non cardiaques. Souvent, c'est un malade qui est en défaillance respiratoire ou circulatoire. On peut même dire que ça peut être on peut le prévenir. Et le taux de survie est entre 25 et 40%. On peut s'en réjouir, mais on peut aussi se demander si 25 ou 40%, c'est suffisant quand on s'arrête en milieu médicalisé. Mais ça sera un autre débat. Donc un peu d'épidémiologie sur l'arrêt cardiaque extra-hospitalier qui concernait la session d'aujourd'hui. Ça peut survenir à tout âge, mais le plus souvent, c'est entre 45 et 75 ans. Ça survient au domicile dans 85% des cas. Dans la moitié des cas, on a de pathologie cardiaque. Dans l'autre moitié des cas, on n'a pas d'antécédent cardiaque connu. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on survit à un premier épisode, qu'on a la chance d'être dans les 5 à 7% qui rentrent vivants avec un bon pronostic neurologique, on est exposé à un risque de récidive important et 40% de ces malades décèdent dans les 2 années qui suivent. Donc, arrêt cardiaque extra-hospitalier, Chérine a dû vous en parler, 20% de ces malades vont arriver vivants à l'hôpital, 10% vont sortir vivants. Donc ça, c'est un papier publié par Alain Carriou avec une figure qui, je pense, est très parlante. Le nombre d'arrêts cardiaques qui survient dans la rue et puis ceux qu'on voit arriver chez nous en réanimation. Et c'est ceux-là dont on va parler pour le bilan. Les étiologies des arrêts cardiaques, on peut les distinguer par entité nosologique. Donc, si on prend les arrêts cardiaques extra-hospitaliers, on peut dire l'origine cardiaque, c'est dans 27% des cas, et c'est le syndrome coronarien aigu, un trouble du rythme, une cardiopathie congénitale. On peut parler d'étiologie respiratoire, c'est 20%, une fausse route, une pathologie pulmonaire. C'est toxique, ça peut être traumatique ou ça peut être autre. On peut également les classer, et ça, c'est souvent ce qui ressort, par rythme choquable et non choquable. Mais attention, c'est le rythme au moment où l'équipe médicalisée va débuter. Donc, on sait également que les rythmes choquables deviennent, au bout d'un certain temps, non choquables. Donc là, quand on dit, quand on parle de rythme choquable, c'est à la prise en charge. C'est pour ça qu'il y a une différence entre 20% en général de rythme choquable et le taux d'origine cardiaque est beaucoup plus important. Donc là, vous voyez des ECG. Là, vous savez, en général, vous avez l'habitude sur le scope FV, TV sans pouls, torsade de pointe, ou de la systolie ou l'équivalent avec la dissociation. Donc là, évidemment, c'était pour vous préciser qu'on parle de rythme choquable au moment de la réanimation. Alors, quand on parle d'étiologie d'arrêt cardiaque sur rythme choquable, la majorité des cas, c'est la cardiopathie ischémique, chronique ou aiguë. On a la cardiopathie dilatée ou hypertrophique, hein, c'est une maladie constitutionnelle du myocarde où le cœur est très gros parce qu'on, par exemple, on a beaucoup bu, ou est très musclé parce qu'on a une anomalie génétique. Et puis, on a les autres causes. Et dans le petit pourcentage de autres causes, on a celles qui sont la faute à idiopathique, donc pas de chance, ou probablement qu'on trouvera une étiologie plus tard quand la science aura fait encore plus de progrès. Et puis, on a la myocardite,
le syndrome de QT-lent, la TB catécholaminergique, une dystrophie arythmogène du ventricule droit, etc., etc. Donc ça, c'est des trucs de cardiologue bien poussés, d'où l'importance du bilan cardiologique à la phase aiguë de la prise en charge. Juste pour vous dire que souvent, il y a deux choses. Pourquoi on fait un arrêt cardiaque? En général, c'est parce qu'on n'a pas de chance, souvent. Mais qu'il y a la partie j'ai une cardiopathie présente dans 50% des cas, et j'ai également un événement déclencheur qui va être le stress, une hypokaliémie parce que je vais prendre un médicament diurétique et je ne vais pas me supplémenter, ou parce que je suis anorexique. Nous, on a eu une patiente qui venait comme ça, qui est quasiment venue 3 fois à 2 ans d'intervalle, qui faisait des torsades de pointe sur de l'hypokaliémie sévère, et pour lequel la question du défibrillateur se posait. Enfin, on a plein de causes, de triggers que vous connaissez en plus, qui sont proches de ce qu'on peut trouver dans les mécanismes de l'arythmie. On peut également classer les étiologies des arrêts cardiaques extra-hospitaliers par réversibilité. Et ça a tout son sens. Quelles sont les étiologies sur lesquelles moi, dans l'urgence, dans les 24 premières heures, je vais pouvoir agir? Et donc, c'est celles que je dois trouver. Donc, je ne peux pas m'empêcher de citer le bouquin qui a été fait pour les étudiants en médecine par le Collège de médecine intensive réanimation, et par ce tableau qui a été réalisé par Sophia Ortuno, qui est une de nos internes MIR, je trouve très clair en fait, sur les causes réversibles, donc l'hypovolémie, l'hypoxie, l'acidose, l'hyperkaliémie, l'hypothermie, la thrombose coronaire, et dans ça on a le syndrome coronarien aigu, l'embolie pulmonaire grave, la tamponade, le pneumothorax et les toxiques. En gros, en 2021, c'est les causes qu'on doit absolument éliminer, car elles sont traitables, et donc on peut améliorer le pronostic des malades. Les causes cardiologiques. Donc l'importance du bilan. Les recommandations qui sont parues récemment dans Intensive Care Medicine, qui sont assez simples et accessibles. Hein. Souvent, les recommandations, c'est des pavés. Et là, très vite, très tôt, on résume. Et il y a des schémas qui sont bien, qui sont très explicites. Et donc, dans les priorités, il faut diagnostiquer la cause de l'arrêt cardiaque. Donc, l'importance de la prise en charge étiologique, parce qu'il va y avoir une intervention thérapeutique. C'est le choc septique dans lequel il va falloir trouver le foyer traité, le point abdominal où il va falloir envoyer au bloc. Un arrêt cardiaque, il faut drainer une tamponade, assister une hypothermie, déboucher une artère qui est bouchée, drainer un pneumothorax. Alors, quel examen en urgence? C'est assez bien décrit dans ce schéma que vous avez trouvé dans les recommandations. Mais attention, il ne faut pas oublier le contexte clinique. Quand le SAMU il arrive et qu'il vous raconte, c'est très important. Ça ne sert à rien d'envoyer un malade à la coronographie s'il y a des fausses routes. Après, on va voir que souvent, en plus, l'ECG peut être trompeur. La céphalée, il y a les signes neurologiques qu'on les a longtemps sous-estimés. Vous allez voir que ce n'est pas si rare que ça. L'intoxication médicamenteuse, souvent on le sait. Et puis la pendaison, il n'y a pas besoin d'aller à la coro. Donc, les recommandations vous disent que si vous avez des signes d'ischémie, d'évidence d'ischémie myocardique, il faut aller à la coro d'abord. Donc, le signe d'ischémie, c'est le malade, il appelle le SAMU parce qu'il a mal dans la poitrine. La famille dit que ça fait quelque temps qu'il a des douleurs à la poitrine. Il a tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Il a un ECG qui susdécale. Donc là, il n'y a pas à discuter. Hein. Il faut faire une évaluation coronaire. Et l'évaluation coronaire, là, vous voyez sur l'ECG, je pense que c'est assez simple de voir, et c'est assez unanime de voir qu'il y a un susdécalage du segment ST en antérieur étendu. Donc là, ce n'est pas discutable. Ce malade-là, en général, vous ne le rencontrez pas en première intention. Il va à la coro et le cardiologue ou le réanimateur lui fait une échographie pour voir quel est le mécanisme du choc. Après, ce n'est pas aussi simple que ça de lire un ECG. Personnellement, je pense que les infirmières pourraient avoir vraiment une plus-value à lire les ECG, puisque finalement, celles qui voient souvent les malades, il y a une carte d'identité de l'ECG, et ce n'est pas si difficile que ça. Mais bref, donc l'ECG en post-arrêt, c'est très difficile à interpréter. Si on voit ça, on est tous d'accord. En plus, ça, c'est un malade qui nous a appelé pour une douleur thoracique. Il s'effondre devant le SAMU. Bon, je pense qu'on ne va pas trop en discuter. Il est parti directement à la coronographie. Par contre, si on voit cet ECG-là, honnêtement, moi, je ne sais pas s'il faut en être malade à la coronographie, en fait. C'est hyper compliqué. Et d'autant plus que quand votre malade n'est pas perfusé, souvent, il a de l'hypoxie tissulaire. Il peut avoir des anomalies ECG en lien avec l'arrêt cardiaque et pas forcément avec une pathologie coronaire. Et puis, souvenez-vous que, vous ne souvenez-vous pas d'ailleurs, de vos cours de cardiologie,
où on vous disait que la prévalence de la maladie cardiovasculaire était assez importante et que finalement des fumeurs un peu en surpoids, hypertendus qui ne savent pas, il y en a pas mal. Et c'est pas parce qu'on fait une coronarographie et qu'on tombe sur une lésion coronaire que c'est responsable de l'arrêt cardiaque. Donc c'est très compliqué l'ECG. D'ailleurs, il y a pas mal d'études en l'air actuellement en cours qui randomisées, dont une récente française qui vient de se terminer, ou émerge, à laquelle vous avez peut-être participé, où le malade il arrive pour un arrêt cardiaque. S'il a un sus-décalage, un état de choc, ou s'il est instable, on fait la couro, on fait comme d'habitude. Et si on est dans les autres cas, on s'était laissé à l'appréciation du réanimateur. Non, il tirait 2 bras. Soit le bras, je vais tout de suite à la couro et je vois, soit le bras, j'attends et on fait une couro retardée. C'était pour voir si ça avait un impact sur le pronostic. En tout cas, il y a une autre étude américaine qui a montré que finalement, aller à la couro immédiatement ou dans les 48-72 heures après, chez le malade qui ne sus-décalait pas, ça ne modifiait pas le pronostic. Et les recommandations de 2021, elles restent quand même assez vagues. Elles disent un malade qui fait un arrêt cardiaque sans sus-décalage du segment ST, vous pouvez considérer une coronarographie en urgence s'il est à haute probabilité d'occlusion coronaire. Bon, ça veut dire rythme choquable ou en état de choc. Après, le reste, vous faites comme d'habitude et comme vous voulez. En tout cas, il vous faut une étiologie, parce que si vous passez à côté de l'artère coronaire, vous connaissez l'histoire des 6 heures dans lesquelles après la lésion va être irréversible. S'il y a une embolie pulmonaire, il faut la thromboliser. Donc, dans tous les cas, dans les 24 premières heures, il va falloir faire coro, scanner thoracique pour éliminer une embolie pulmonaire. Et la dernière étiologie, dans les étiologies non cardiaques, alors que c'est quelque chose dont on ne parlait pas forcément il y a 10-15 ans quand on faisait nos études, nous, c'est l'étiologie neurologique. On se dit, mais attends, le cœur, qu'est-ce que ça vient à faire dans le cerveau ? Il commence à y avoir quand même un certain lien entre le cœur et le cerveau. Les cardiomyopathies de stress, c'est les malades qui ont une émotion importante qui vont faire une atteinte cardiaque. En tout cas, on a appris tous quand on était étudiant que l'hémorragie méningée ou l'atteinte intracrâniale pouvait entraîner des anomalies de CG. Et donc ça, c'est un travail qui a été mené par Stéphane Le Griel à Versailles, qui a regardé tous les arrêts cardiaques admis vivants à l'hôpital entre 2011 et 2015 en Île-de-France. Et donc, sur ces 5 ans, il y avait 15 000 malades. 3 542 patients ont été admis vivants. Vous avez vu, le gap est énorme. Et sur ces 3 542 malades, normalement, ils rentrent dans le registre s'ils ont une étiologie présumée cardiaque. Ça veut dire qu'on sait qu'ils ne sont pas pendus, qu'ils n'ont pas avalé une crêpe de travers, qu'ils n'ont pas pris des médicaments, que ça n'a pas l'air de quelqu'un qui a une pneumonie sévère et qui est resté bleu pendant des heures. On se dit c'est probablement le cœur. C'est quand même des centres... alors je sais que le terme d'expert peut être agaçant, mais en tout cas c'est des centres qui ont l'habitude de prendre en charge les arrêts cardiaques avec toute la chaîne, un peu comme dans toute la France. Et là, ils sont très sensibilisés. Dès que vous avez un arrêt cardiaque, c'est signalé, le SAMU signale le malade, les données sont rentrées, il va dans des circuits spécifiques. Centre expert ou pas, il y a beaucoup plus de centres en Île-de-France, et donc c'est beaucoup plus facile de prendre le malade un peu plus rapidement. Et ça, je pense que les délais, ils ont été quand même rapportés. Sur ces 3 542 malades, 7% au final avaient un diagnostic d'atteinte neurologique aiguë. C'est quasi un malade sur 10 quand même. Et quand on regarde comment ont été explorés ces malades, sachant que c'est plutôt des centres qui ont tendance à tout faire, hein. C'est-à-dire le malade arrive, il a la couro et après derrière il a le scanner et l'angioscanner. Parmi ces malades-là, 60% avaient eu le scanner en premier. Ça veut dire quand même qu'on suspectait quand même qu'il se passait quelque chose dans la tête. Bon, on les a étiquetés atteinte cardiaque. 23% ont eu la couro et quand même 15% des malades n'ont rien eu. Et le fait d'avoir des anomalies ECG, en fait, était associé au fait d'avoir une couro en urgence. Ça veut dire également que en fait, ces malades qui avaient une atteinte neurologique avaient des anomalies ECG. Donc effectivement, anomalie ECG, si le malade a des facteurs de risque, il vaut mieux aller à la couro. Sinon, il ne faut pas hésiter à aller au scanner pour vérifier une hémorragie cérébrale avec un impact thérapeutique. Bon, après, là, vous connaissez, en général, c'est vous quasiment qui anticipez avant même qu'on ait le temps de faire la prescription. La radio du thorax, le gaz, le iono, le CG, l'échographie. Finalement, c'est assez simple, en fait, hein. C'est le bilan, alors j'aime pas dire ça, mais c'est le bilan d'entrée du malade qui vient en réanimation.
c'est un arrêt cardiaque qui n'a pas de CG, de toute façon, en général, le SAMU il arrive avec, le thorax pour éliminer le pneumothorax, la choro et angioscanner thoracique et cérébral. Donc, clairement, si on veut résumer, le bilan dans l'arrêt cardiaque, il est simple. C'est ECG, enfin, c'est clairement le contexte. Est-ce que vous évoquez une cause cardiaque ou pas? Si oui, vous allez dans l'ECG. Si l'ECG vous semble très anormal, vous allez à la choro. Si la choro n'identifie pas de cause coronaire, vous pouvez aller à l'angioscanner ou à l'angioscanner thoracique pour éliminer l'embolie pulmonaire ou au scanner cérébral. En général, le malade qui s'arrête sur une hémorragie méningée, je ne suis pas neurologue ni spécialiste, mais il a quand même un très mauvais pronostic. C'est pour ça qu'on a plutôt tendance à dire que si vous suspectez une étiologie cardiaque et qu'il y a une anomalie ECG, il vaut mieux aller quand même à la coronarographie par argument de fréquence et par réversibilité. Vous lui rendrez beaucoup plus service. Je vous remercie de votre attention.